Bien, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Marc Léger et Christophe Nelson. Nous sommes formateurs à l'INA et on s'est dit que pendant le confinement, on allait vous proposer quelques épisodes, sur des sujets techniques de la vidéo. Donc, le premier épisode, c'était sur la définition, qui est toujours disponible en replay. Il suffit de cliquer sur le nom de la chaîne, la Tech Vidéo, vous allez la trouver. Aujourd'hui, Marc va vous parler de la couleur et les jeudis qui suivent, il y aura d'autres épisodes. Donc, un épisode un peu plus professionnel sur les différences entre 4.2.2, 4.2.0, 8 bits, 10 bits, des paramètres qu'on peut voir parfois dans les équipements, dans les caméras. Pourquoi, à quoi ça sert. Et dans 15 jours, donc, un épisode sur la cadence image qui est en train d'évoluer. On a de plus en plus d'images par seconde. On va essayer de voir pourquoi et ce que ça apporte. Voilà, alors avant de commencer, un petit détail, si jamais le flux, si vous vous déconnectiez pour un souci de connexion, de connexion Internet, pensez à rafraîchir la page. Mais ça va vous ramener peut-être sur la vidéo, mais pas en direct. Donc, la deuxième étape, c'est d'aller en bas de la vidéo. Vous avez un bouton accéder au direct, revenir au direct, pardon. Et c'est ça qui va vous permettre de reprendre le flux. Voilà, dernier petit point. On voudrait que cette présentation, même si elle est un peu unidirectionnelle, elle soit quand même interactive. Donc, vous avez un chat à droite ou en dessous de votre vidéo. N'hésitez pas à poser des questions et je les relayerai à la fin pour que Marc puisse répondre à toutes vos interrogations. On attend avec impatience toutes vos questions. Bon, allez, sans plus attendre, on ne perd pas de temps. Marc, c'est à toi sur la couleur. Comment s'écrit la Bien, couleur? alors la couleur, il y a beaucoup de choses à dire sur la couleur. Je vais essayer de vulgariser au maximum, tout en essayant quand même de différencier un petit peu les différents systèmes qui sont utilisés, notamment entre la vidéo et le cinéma. Pour commencer, il faut déjà s'intéresser à comment nous voyons, comment notre œil analyse la couleur. Si on regarde au microscope électronique la constitution de la rétine, on s'aperçoit que les éléments au fond de la rétine qui captent la lumière sont de plusieurs sortes. Nous avons des terminaisons qu'on appelle bâtonnets, parce qu'au microscope électronique, ils ont une forme un peu allongée, et ces terminaisons sont capables de mesurer la quantité de lumière, mais ne sont pas capables de différencier les différentes couleurs. Bref, c'est une vision en noir et blanc. Et en plus, pour voir les couleurs, nous avons des terminaisons sensibles à la couleur qui, elles, ont une forme plus conique, on les appelle des cônes, et ces capteurs, si vous voulez, sont de trois sortes. Il y en a qui sont sensibles à la lumière rouge, il y en a qui sont sensibles à la lumière verte, et il y en a qui sont sensibles à la lumière bleue. Voilà. On dit que l'homme est un animal trichromate, c'est-à-dire que nous voyons les couleurs en analysant la quantité de rouge, de vert et de bleu. Donc, quand on va construire des caméras, quand on va fabriquer des écrans pour restituer une image en couleur, eh bien, on va reprendre ce principe et dans la caméra, on va analyser la quantité de rouge, de vert et de bleu qu'il y a dans la scène filmée. Dans une caméra dite tricapteur, on a juste derrière l'objectif un dispositif avec trois prismes qui vont jouer le rôle de filtre. C'est-à-dire que lorsque la lumière arrive derrière l'objectif, ben, les rayons rouges vont être déviés par le deuxième prisme et vont être déviés vers le capteur qui est en haut où il va se former une image rouge. Les rayons verts, eux, ne sont pas du tout déviés et ils traversent les trois prismes et ils vont former une image verte vers le capteur qui est au milieu. Et enfin, les rayons bleus, eux, vont être déviés par le premier prisme et vont aller former une image bleue vers le capteur dédié pour le bleu. Bref, on fait une analyse trichrome, on fait une analyse avec une caméra
tricapteur, c'est en général ce qu'on fait pour des applications de vidéo, en tout cas pour des applications de télévision, parce que voilà, c'est assez pratique. Mais pour le cinéma, on va pas tellement utiliser cette technique-là parce que ça pose un problème optique, c'est qu'on ne peut pas avoir de très grands capteurs avec des prismes. Donc pour le cinéma, en général, on utilise plutôt des caméras dites grands capteurs et du coup, ce sont des caméras monocapteurs. C'est-à-dire que le capteur que vous voyez là, sur la gauche, eh bien, par-dessus, il y a un filtre qui est un filtre en damier avec des points d'analyse dans le vert, des points d'analyse dans le bleu et des points d'analyse dans le rouge. C'est ce qu'on appelle un filtre de Bayer avec cette figure en damier qui est caractéristique, qui fait que l'information qui est analysée par le capteur n'est pas directement utilisable. C'est-à-dire qu'en fait, le capteur, lui, il voit ça. Voilà. Et voilà l'image que lui, il capte. C'est-à-dire que certains points de l'image mesurent la quantité de vert, d'autres la quantité de rouge et d'autres la quantité de bleu. Et donc, ce n'est pas une image qui est directement utilisable. Et donc, il va falloir faire un processus de ce qu'on appelle de débayerisation, c'est-à-dire que par calcul, on va extrapoler pour chacun des points de l'image, pour chacun des pixels de l'image, la quantité de rouge, de vert et de bleu relative à ce pixel-là. Donc on est obligé, pour avoir une image utilisable, de faire une débayerisation, et c'est une des raisons pour lesquelles on ne va pas utiliser ce process pour des applications de vidéo, notamment en direct, parce que la débayerisation est plutôt un processus que l'on fait en général en post-production, qu'on ne fait pas en temps réel, parce que c'est un processus qui doit être soigné pour éviter d'avoir des artefacts sur l'image. Mais en tout cas, que l'on soit en monocapteur ou en tricapteur, on capte bien une quantité de rouge, de vert et de bleu, et donc on peut dire que pour chacun des pixels, de l'image, eh bien, on a une quantité de rouge, de vert et de bleu. Sur l'écran, on va restituer cette quantité de rouge, de vert et de bleu avec pour chaque pixel un sous-pixel rouge, vert et bleu. Vous voyez à gauche un agrandissement d'un écran vidéo et on voit bien qu'en fonction du contenu de l'image, eh bien, les sous-pixels rouge, vert et bleu s'allument plus ou moins. Et à la distance de visualisation, comme Christophe vous l'a expliqué la semaine dernière, à la distance de visualisation, eh bien, les sous-pixels et même les pixels se confondent pour former une image couleur. Donc, analyse, restitution de rouge, de vert et de bleu. Et donc, chacun des pixels va utiliser le principe de la synthèse additive. C'est-à-dire qu'on peut restituer un grand nombre de couleurs avec du rouge, du vert et du bleu. Regardez, si j'ajoute du rouge, du vert et du bleu, eh bien, si j'additionne ces couleurs, ben, j'obtiens du blanc. Si maintenant j'additionne uniquement du rouge et du vert, eh bien, j'obtiens du jaune. Si j'additionne maintenant uniquement du rouge et du bleu, j'obtiens ce qu'on appelle le magenta, qui est un genre de violet. Et enfin, si j'additionne uniquement du vert et du bleu, j'obtiens ce turquoise que l'on appelle le cyan. Et par dosage de rouge, de vert et de bleu, je peux restituer un grand nombre de couleurs. Par exemple, là, je vais mettre le rouge à fond, le vert, je le mets à peu près à la moitié, le bleu, j'en mets un petit peu moins, et j'obtiens un genre de teinte chair. Là, on se rapproche de la teinte d'un visage. Donc, on s'aperçoit qu'on peut reproduire un grand nombre de couleurs par mélange de rouge, de vert et de bleu. Donc, on a pour chaque pixel donc, une valeur de rouge, de vert et de bleu. Par exemple, ici, dans cette image, sur une échelle de 0 à 255, le rouge est à 216, le vert est à 46 et le bleu est à 95 pour ce pixel. Et ce pixel, il est d'un violet légèrement bleuté. Il y a un petit peu de vert dedans, il n'est pas complètement saturé, il est un petit peu grisâtre aussi, et c'est pour ça qu'on a ces valeurs.
Bref, on est dans un système à 3 dimensions en fait. C'est-à-dire que pour exprimer une couleur, il faut 3 informations. C'est comme si on avait 3 axes en fait, hein. Voilà les 3 axes. L'axe de rouge, l'axe du vert et l'axe du bleu. En fait, une couleur, c'est comme un point dans l'espace qui serait dans ce qu'on appelle un repère orthonormé dans les axes rouge, vert, bleu. Chaque couleur correspond à un point dans un espace. C'est la raison pour laquelle on va parler d'espace colorimétrique. Et cet espace colorimétrique, on peut le représenter par un cube dont les différentes faces sont, les différents sommets, pardon, sont d'une part, ici vous avez le noir, ici vous avez le blanc, ici vous avez le cyan, ici vous avez le vert, etc. Et puis derrière, le sommet qui est caché, eh bien c'est le sommet bleu. On va faire tourner le cube et voilà, on voit le sommet bleu qui est derrière en fait. Marc, excuse-moi, on nous demande quelle est l'unité. Alors, l'unité, en fait, c'est ce dont on va parler, la semaine prochaine. C'est-à-dire que si on est sur une échelle de, si on est sur 8 bits, eh ben, l'unité, ça sera entre 0 et 255. Si on est sur une échelle sur 10 bits, eh ben, l'unité, ça sera entre 0 et 1024. Si on est en analogique, eh ben, on va parler d'un signal qui varie entre 0 et 700 millivolts. Mais on n'est pas en train de définir quel rouge, quel vert et quel bleu on utilise. On est juste en train de définir la quantité de rouge, de vert et de bleu qu'on utilise. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas réellement d'unité, si vous voulez. Il y a une échelle de valeurs. Si on veut définir la qualité la qualité des rouges, des verts et des bleus que l'on utilise, ben, il va falloir utiliser une autre représentation. Vous avez probablement déjà vu cette représentation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme de la CIE. C'est basé sur des études qui datent de 1931. L'idée à l'époque, c'était de représenter l'ensemble des couleurs que l'œil humain est capable de voir dans un repère en X, Y. Les couleurs que vous voyez là à l'écran ne sont pas l'ensemble des couleurs que l'œil humain est capable de voir. Pourquoi? Parce que c'est d'abord les couleurs que moi je vous envoie et en plus c'est limité par les couleurs que votre écran est capable d'afficher. C'est pour ça que les couleurs que vous voyez à l'intérieur de la figure en fer à cheval sont purement indicatives. Mais en tout cas, ce diagramme, il permet de représenter l'ensemble des couleurs que l'œil humain est capable de voir. Et la question qui est intéressante, c'est si j'utilise un rouge, un vert et un bleu pour faire ma synthèse des couleurs, eh ben, quelles sont les couleurs que je serai capable de reproduire? Et en fait, les couleurs qu'on est capable de reproduire, ce sont les couleurs qui sont à l'intérieur du triangle formé par les primaires rouge, vert, bleu. C'est-à-dire que si j'utilise ces primaires rouge, vert et bleu, eh ben, je ne suis capable de reproduire que ces couleurs-là. Les couleurs qui sont à l'extérieur du triangle, je ne suis pas capable de les reproduire, je vais les approcher. Par exemple, si j'ai ici un vert qui est extrêmement saturé, très flashy, eh ben, je le reproduirai sur mon écran au mieux par ce vert-là. Mais toutes ces nuances de couleurs ici à l'extérieur, je ne suis pas capable de les reproduire. Donc là, on définit un espace colorimétrique, on définit un gamut, le gamut étant l'ensemble des couleurs que l'on est capable de reproduire dans un système colorimétrique donné. Le gamut que vous avez là à l'écran, c'est celui qui a été défini pour la HD dans une recommandation internationale qui porte le numéro 709. On parle de la REC 709 ou parfois on parle de la BT 709. Tout ça, c'est la même chose. C'est une recommandation internationale. Et puis ça, c'est lié en fait à une technologie d'affichage. C'est lié à la technologie d'affichage que l'on avait au début de la HD. On a dit, ben, on est capable de construire des écrans qui vont afficher tel rouge, tel vert et tel bleu. Et donc, on sera capable
de reproduire telle quantité de couleurs parmi les couleurs visibles par l'œil humain. En cinéma, avec les projecteurs numériques, on est capable de reproduire un triangle légèrement plus grand parce que les primaires rouge, vert, bleu sont un petit peu plus saturés. Et donc, on a défini un autre espace colorimétrique, un autre gamut qui s'appelle le P3. Donc, ça veut dire que dans un fichier de cinéma numérique, eh bien, les couleurs seront définies avec ce rouge, ce vert et ce bleu que vous voyez là au sommet du triangle. Et puis, pour l'ultra haute définition, eh bien, on a parié sur l'avenir et on a dit que dans l'avenir, on sera probablement capable d'afficher des rouges et des verts et des bleus sur les écrans qui seront on va dire quasiment parfait, parce que monochromatique sur le bord de notre courbe en fer à cheval, et donc on sera capable d'afficher un gamut beaucoup plus grand. Et donc on a défini ce gamut qu'on appelle le REC 2020, qui correspond à un affichage d'un plus grand nombre de couleurs. Mais il faut savoir qu'actuellement, les écrans UHD que vous avez, si vous achetez un écran UHD Premium dans le commerce, ils ne sont pas capables de reproduire l'ensemble de ces couleurs. En fait, au mieux, ils sont capables de reproduire à peu près 90% de l'espace colorimétrique du cinéma, l'espace colorimétrique P3. Les autres couleurs sont en fait tout simplement approchées. Voilà, donc on voit qu'on a plusieurs choix de primaires rouge, vert, bleu, selon que l'on fasse de la HD, que l'on fasse de l'ultra haute définition, que l'on fasse du cinéma. Et puis, il y a une autre étape importante derrière tout ça, c'est le fait qu'en fait, on ne va pas transporter le rouge, le vert et le bleu tout du long de la chaîne technique. En fait, on va être amené à calculer ce qu'on appelle des composantes couleurs. Plutôt que de transporter du rouge, du vert et du bleu tel qu'il a été analysé dans la caméra, on va faire un calcul et on va calculer d'une part ce qu'on appelle l'information de luminance, qu'on note en général Y. En fait, c'est la luminosité de chacun des pixels. C'est une image en noir et blanc. Et puis, on va calculer pour exprimer la couleur deux autres informations qui sont respectivement le bleu moins l'information Y et le rouge moins l'information Y. Et en numérique, on les note CB et CR. Avant, on les notait aussi U et V. On parlait de système YUV. Maintenant, en numérique, on doit dire YCBCR. Pourquoi on transporte YCBCR plutôt que le rouge, le vert et le bleu? C'est parce que ça va nous permettre de gagner de la place. On verra notamment la semaine prochaine avec les systèmes 4.2.0, 4.2.2, etc. qu'on va pouvoir transporter ces informations de couleur avec un petit peu moins de précision que l'information de luminance, l'information de noir et blanc, tout simplement parce que notre œil a une moins bonne acuité visuelle. Mais il est important de bien comprendre que l'analyse se fait dans la caméra en rouge-vert-bleu, la restitution au niveau de l'écran se fait aussi en rouge-vert-bleu, mais dès qu'on sort de la caméra, dès qu'on fait des fichiers, dès qu'on rentre en post-production, dès qu'on fait de la diffusion, tous les flux que vous recevez, ce sont des flux qui sont en composantes. Et puis, la dernière étape de la chaîne technique, au niveau de votre écran, on recalcule le rouge, le vert et le bleu pour afficher les trois sous-pixels rouge, vert, bleu et faire la synthèse additive des couleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs façons de calculer ces composantes. Par exemple, pour la haute définition, on choisit pour Y, on va calculer Y avec 21% de l'information rouge, 71% de l'information verte et 7% de l'information bleue. Pourquoi ce choix? Eh bien, parce qu'en fait, nous avons des sensibilités aux différentes couleurs qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on est très sensible à la couleur verte
est moins sensible à la couleur rouge et encore moins sensible à la couleur bleue. Donc on considère que dans la luminosité du pixel, la quantité de vert qu'il contient compte pour 71%, la quantité de rouge qu'il contient ne compte que pour 21%, et la quantité de bleu qu'il contient ne compte que pour 7%. Bref, on va transmettre trois informations, toujours, on est toujours dans un espace colorimétrique à trois dimensions, mais on transmet l'information sous forme de composantes. Donc la luminance, Y, et les informations de chrominance, CR et CB, respectivement le rouge moins Y et le bleu moins Y. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs modes de calcul en fonction des différents systèmes colorimétriques. C'est-à-dire que en définition standard, en haute définition, en ultra haute définition, le principe est toujours le même, on calcule Y, CB, CR, mais quand vous regardez les équations, alors on ne va pas rentrer évidemment dans le détail, mais je vous les ai mis quand même pour que vous voyez que les paramètres ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il y a bien l'idée que quand on est dans une colorimétrie HD ou dans une colorimétrie UHD, non seulement les primaires rouge, vert, bleu ne sont pas les mêmes, mais le mode de calcul des composantes aussi est différent. Et en ce qui concerne le cinéma, on va aussi transmettre un système de composantes, mais c'est un autre système. C'est un système qui s'appelle XYZ. Et là encore, le mode de calcul, les équations sont là pour le coup réellement différentes. Voilà comment on va gérer la couleur le long de la chaîne technique. Pour se résumer, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que d'abord, on utilise la synthèse additive des couleurs, tout simplement parce que on émule ce que fait notre œil. Donc, on va utiliser un mélange de rouge, de vert et de bleu. Il faut retenir qu'il existe différents espaces colorimétriques qui sont utilisés selon que l'on fasse de la définition standard, de la haute définition, de l'ultra haute définition ou du cinéma. Il en existe d'autres, je ne les ai pas nommés pour, par exemple, tout simplement l'impression sur papier, et puis pour le film photochimique. Enfin, il y a plein d'espaces colorimétriques, mais en tout cas, en ce qui concerne la vidéo, on va surtout noter la SD, la HD, l'UHD et le cinéma numérique. Et puis, il faut retenir aussi que sur l'ensemble de la chaîne technique, on va transmettre les informations en composantes Y, CB, CR, c'est-à-dire Y, la luminosité, la luminance, comme on dit, CB et CR, les informations de différence de couleur, c'est-à-dire respectivement le bleu moins Y et le rouge moins Y. Voilà ce que je voulais vous raconter. Christophe, Oui, peut-être des questions sur tout cela? oui, il y en a plein. Plein de questions. Ouais, Bon, des ben, plus ou moins techniques, plus ou moins ouais, simples, tu vas le voir. d'accord. Je vais commencer par la première. On parle de la vision, on part de la vision de l'homme. Cela veut dire qu'il existe des couleurs qui existent, mais que l'on ne voit pas. Il me semble que oui. Donc ça, c'est une question de Michel. Stella a en partie répondu, mais est-ce que tu peux ramener un petit complément d'information là-dessus? Alors, je n'ai pas vu la réponse de Stella, mais bon, euh, oui, il existe des couleurs qu'on ne voit pas. Comment on pourrait, je formulerais peut-être différemment. Je dirais que par exemple, certains animaux sont capables de voir des couleurs que nous ne voyons pas. J'ai dit tout à l'heure que l'homme était trichromate. Il faut savoir qu'il existe il y a certains animaux, par exemple certains insectes, sont pentachromates. Et ils sont capables de différencier des couleurs de fleurs que nous ne voyons pas. C'est-à-dire que nous, on va avoir par exemple deux fleurs, on les voit blanches, mais peut-être une abeille, elle est capable de voir que en fait, ces deux fleurs n'ont pas la même couleur. Et donc, du coup, savoir laquelle il faut aller butiner. Ok, alors il y a une autre question très concrète. Y a-t-il de la perte avec le filtre de Bayer et la débayerisation? Comme dans tout traitement, il y a forcément de la perte. Il faut savoir que la débayerisation, c'est un calcul d'interpolation, c'est-à-dire que très souvent, quand vous avez une caméra 4K, bah, en fait, vous avez 4096 points d'analyse
par ligne, mais vous n'avez pas 4096 points d'analyse pour le rouge, 4096 pour le bleu et 4096 pour le vert. En fait, c'est calculé par interpolation derrière. Donc il y a forcément de la perte. Mais cette perte, elle est extrêmement légère et ce principe de tourner en monocapteur et de débayeriser derrière, c'est le principe qui est utilisé dans le cinéma et ça permet d'obtenir de la très très haute qualité d'image en fait. Autre question très basique mais intéressante. Pourquoi le diagramme CIE a-t-il cette forme? Je sais, c'est une question Alors là, piège. ça c'est la question piège. Je vais le remettre je vais le remettre à l'antenne, le diagramme de la CIE. Euh, voilà, hop. Le diagramme de la CIE, lui, en fait, il résulte d'un calcul. Hein. Il résulte d'un calcul. Les X et Y ne représentent pas des couleurs. C'est ce qu'on appelle des primaires irréels. Ça ne correspond pas à des couleurs parce que le, les axes sont en dehors de l'ensemble des couleurs qui sont visibles. Voilà. Donc tout ça, ça résulte d'un calcul et bah, le calcul amène à cette forme-là. Ce n'est qu'une représentation, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle a un avantage, c'est qu'elle permet de représenter dans un axe XY l'ensemble des couleurs que l'on est capable de reproduire. Il faut savoir en plus qu'il y a plusieurs représentations de la CIE. Celle que je vous ai dessinée là, c'est celle de 1931, mais ça a été rectifié en 1976, si ma mémoire est bonne, avec un diagramme en fer à cheval qui est un petit peu plus incliné et qui a d'autres avantages en termes de représentation. Une question de Julie. En prenant en compte toutes ces informations, quelle option doit-on prendre en compte dans la description d'un produit pour être sûr d'avoir un appareil saisissant au mieux toutes les couleurs? On choisit en fait. C'est difficile. Je vais un peu botter en touche, hein, je m'en excuse, mais j'ai envie de dire ça dépend de l'utilisation. Voilà, une caméra, pourquoi faire? Si votre idée, c'est de faire un film de long métrage, bah, il va falloir prendre une caméra qui d'abord sera en monocapteur, parce que bah, vous aurez envie d'avoir une profondeur de champ plus faible, avoir une image cinématographique. Et puis, la caméra, il faudra qu'elle ait un gamut très très large, parce qu'il faudra que ce gamut couvre le gamut du P3. Voilà, si vous voulez filmer plutôt de la vidéo, bah, vous aurez envie d'avoir, si par exemple vous faites je sais pas, vous filmez un match de foot, bah, vous avez envie d'avoir une profondeur de champ plus faible, donc du coup, bah, vous partez sur du petit capteur, donc du coup, vous partez sur de l'analyse à 3 capteurs avec ce système de prisme, et puis vous allez diffuser probablement, si vous faites de la HD, dans une colorimétrie Rec 709, donc vous avez besoin que votre caméra couvre simplement la colorimétrie Rec 709. C'est difficile de répondre en fait à cette question, tout dépend de l'utilisation. Oui, tout à fait. Pourquoi lorsque je crée un projet sur Avid ou Premiere Pro, je dois indiquer un espace colorimétrique, pardon. Bah, parce que, alors je vais revenir sur ce cube colorimétrique que l'on voyait tout à l'heure. Le cube colorimétrique, il définit un signal. Il définit un signal, c'est-à-dire on définit le rouge, le vert et le bleu, comment je les fais varier entre 0 et 255, par exemple, si je suis en 8 bits, mais il ne définit pas du tout quel rouge, quel vert et quel bleu j'utilise. Or, au final, c'est quand même un écran qui va restituer une image, et donc il faut savoir quel rouge, quel vert et quel bleu j'utilise. Donc le logiciel de montage, il a besoin de savoir, notamment si vous faites de l'étalonnage derrière, il a besoin de savoir de quel rouge, de quel vert et de quel bleu on parle, donc dans quel espace colorimétrique on travaille. Et en plus, les équations de calcul des composantes ne sont pas les mêmes dans les différents espaces colorimétriques. Voilà, donc on est quand même un peu obligé de définir un espace colorimétrique. C'est la base avant de travailler en fait.
Bon, il y a encore plein de questions, il y en a encore plein qui arrivent. Rapidement, comment on trouve les coefficients de la formule Y03R, 06V? Ouais, alors j'ai été un petit peu vite là-dessus. Je vais retourner là-dessus. Bon, pendant ce temps-là, Oui, il y a une oui. autre question qui est: pourquoi l'œil humain est-il plus sensible au noir et blanc que la couleur? Bah, ça, c'est tout simplement dans la première slide, vous voyez une coupe de l'œil. En fait, il y a plus de capteurs de luminosité que de capteurs de couleur dans l'œil, tout simplement. Ouais. Voilà, je Ouais, te renvoie merci. cette question en attendant. Voilà, merci. Et donc, pour répondre à l'avant-dernière question, les coefficients dépendent de ce qu'on appelle la sensibilité relative de l'œil humain aux différentes couleurs. C'est-à-dire que on est très sensible au vert, on est moins sensible au rouge et on est moins sensible encore au bleu. Donc, en fonction du rouge, vert et bleu qui sont choisis dans un espace colorimétrique, par exemple là c'est le cas de la HD, eh bien on considère que la quantité de verre analysée dans la caméra contribue à 71% à la luminosité du pixel, à la luminance du pixel. Et la quantité de rouge à 21% et la quantité de bleu à 7%. Ok. Quelles sont les marges de correction envisageables depuis la prise de vue jusqu'à la restitution? Les marges de correction, c'est-à-dire au niveau de l'étalonnage. Je suppose, oui. Je suppose. Ben, alors là, ben en fait, c'est des choses dont on va un petit peu parler la semaine prochaine, justement, quand on va parler de est-ce qu'on travaille en 8 bits, en 10 bits, en 12 bits, est-ce qu'on travaille en 4.2.2, en 4.2.0, en 4.4.4. En fait, c'est plutôt ces paramètres-là qui vont donner plus ou moins de marge de correction. Mais c'est vrai que si vous prenez une caméra de cinéma, ben vous avez énormément de latitude par rapport à ce qui a été tourné. Vous pouvez transformer l'image, vous pouvez changer les couleurs, beaucoup plus que si vous prenez une webcam. Si vous prenez une webcam, à partir du moment où à partir du moment où vous voulez commencer à modifier un petit peu les couleurs de l'image, ben très vite l'image se dégrade. Ok, le temps tourne, mais on va reprendre encore quelques questions. C'est quoi l'intérêt du tricapteur du coup, et pourquoi il n'y a pas des capteurs de caméra en Y, CR, CB? Des capteurs de caméra en YCRCB. J'aime bien ces questions-là. Ouais, 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 effectivement, mais YCRCB, ce ne sont que des calculs. C'est le bleu moins Y. Enfin, CB, c'est le bleu moins Y, et CR, c'est le rouge moins Y. Ça n'a pas de réalité physique. Un capteur, lui, ce qu'il peut capter, c'est simplement de la lumière, et donc il peut capter certaines couleurs, c'est-à-dire certaines longueurs d'onde de lumière, mais il ne peut pas capter une différence entre telle et telle lumière, en fait. Ok, et l'intérêt du tricapteur alors? Et l'intérêt du tricapteur, eh bien, c'est que ça permet de donner directement pour chacun des pixels l'information rouge, l'information verte et l'information bleue. Ok, deux questions qui se rejoignent, Rino et Grand Fabi. Pourquoi la définition du point bleu change suivant les espaces utilisés, règle 709, DCI-P3? Et la question de Grand Fabi qui était, il y a un point blanc différent D65 Ouais. entre 709 et règle 2020? Ça- D'accord, d'accord. Alors, pourquoi les espaces colorimétriques diffèrent? Tout simplement parce qu'ils sont liés à la technologie d'affichage. C'est-à-dire que en HD, on a déterminé, je vais revenir sur le PowerPoint, en HD, on a déterminé que on serait capable de fabriquer des écrans avec des sous-pixels rouges à cette valeur-là, vert à celle-ci et bleu à celle-là. Donc du coup, on a défini cet espace colorimétrique dit REC 709. En cinéma, c'est différent parce que en cinéma, en projection, les couleurs ne sont pas obtenues de la même façon. C'est du filtrage, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise une lampe à arc dans le projecteur de cinéma. Cette lampe à arc, elle n'a pas
le même blanc que le blanc d'un projecteur, pardon, que le blanc d'un écran de télévision, ce qui me permet de répondre à la deuxième question. C'est la raison pour laquelle le point blanc est différent en P3 que en Rec 709 et en BT 2020. D'autre part, les rouges, les verts et le bleu sont obtenus par filtrage de la lampe du projecteur. Donc du coup, on est capable d'obtenir des rouges, des verts et des bleus plus saturés, et donc d'avoir un gamut de restitution des couleurs, une palette de restitution des couleurs plus large. Donc évidemment, on ne s'en prive pas. Ok, merci. Il me semble que la débayorisation peut avoir lieu en direct dans les caméras monocapteurs EFP, par exemple, contrairement à ce qui a été dit. Euh, Tout à fait, tout à fait. Alors, si j'ai dit que ça pouvait avoir lieu en direct, je ne pense pas que je l'ai dit. Ou alors, si je l'ai dit, je me suis trompé. Non, on peut pas, on peut faire la débayorisation en direct, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la débayorisation, il y a plusieurs qualités de débayorisation. Et si on va avoir une très haute qualité de débayorisation, bah, le mieux, c'est de le faire en temps différé, quoi, de prendre le temps de calcul. Mais il existe des caméras monocapteurs qui ont des sorties live, des sorties de type SDI. Et ça a même été utilisé, et c'est encore parfois utilisé pour faire par exemple des captations live en UHD. Mais euh, j'insiste, le processus de débayerisation est d'abord, c'est un processus qui vient de l'industrie du film, et c'est un processus qui à la base avait été plutôt pensé pour des flux de production, des workflows de production qui n'étaient pas des workflows en direct. Ok, Marc. Une petite question. Un signal vidéo sur les sorties composantes est-il identique en termes de qualité par rapport à une sortie HDMI? On parle bien de sortie composante. Ouais, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses dans cette question, parce qu'en fait, en HDMI, on peut être en RVB, mais on peut être aussi en composante, hein. Mais bon, en assumant le fait que la sortie HDMI soit en RVB, le fait de passer en composante, forcément, quelque part, c'est un peu une réduction quand même de l'espace colorimétrique, non pas en termes de taille, mais en termes de nombre de couleurs que l'on peut exprimer, hein. Donc oui, il y a forcément une petite perte, mais et, très franchement, elle est extrêmement minime, et elle est totalement invisible à l'œil, hein. Il n'y a que dans le cas où on veut faire des trucages très évolués, par exemple pour le cinéma, où là, on va essayer de rester en RVB, quoi. Mais sinon, on est en composante, et en fait, la dégradation, elle, elle ne se voit pas. Ok, il y a encore plein de questions. On va essayer d'y répondre dans le chat après la vidéo. J'en pose une dernière parce qu'elle m'amuse. Bonjour, en reprenant l'exemple de l'abeille, existe-t-il des diagrammes de type CIE capables de modéliser d'autres espaces colorimétriques que l'œil humain? Waouh, ça c'est de la question. J'aime bien ce genre de questions. Ah ouais, moi aussi elle me plaît. Là où elle me plaît moins, c'est que je sais pas y répondre. Je m'en doutais. Pour être tout à fait Je pense franc, que oui. Je pense que oui. oui, j'imagine ça a été modélisé, mais c'est vrai que euh, la modélisation en 3D, bon, ben, pour nous, ça nous parle parce que on voit un espace, quoi, hein. C'est pour ça que c'est facile de représenter par un cube. Modéliser en 4 dimensions, en 5 dimensions, c'est déjà un petit peu plus inaccessible aux pauvres humains que nous sommes. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je réponds juste à quelques petites questions. Oui, c'est possible de regarder l'épisode précédent. En descendant sous la vidéo, il y a il y a notre chaîne, en fait, Tech Vidéo. Donc, en cliquant dessus, vous verrez les autres vidéos. On va essayer de continuer de répondre aux questions dans le chat en dessous. Et pour répondre à Ogdaz Og, pourquoi la télé, lorsqu'on voit une personne avec une chemise rayée, on a l'impression d'un artefact vidéo? Ben, en fait, c'est une réponse que tu vas trouver la réponse dans le premier épisode, notamment sur le petit exemple sur la vidéo Pérou 8K.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Marc pour cette présentation. Merci à vous tous. Et je vous dis à la semaine prochaine, donc jeudi prochain, 11h30 pour un épisode suivant sur les compléments là-dessus, comment on va coder cette couleur, comment on va coder cette vidéo. On va continuer dans les détails. Merci de votre attention. À très bientôt, donc à la semaine prochaine. Et puis on peut écrire dans Merci, le chat. merci et à jeudi prochain. Au revoir.